C'était ça ou la mort, quoi. Et donc, à un moment donné, j'ai quand même dû revoir mes hypothèses et me dire, OK, peut-être que c'est peut-être mieux de ne pas être 100% open source et d'avoir quand même quelques fonctionnalités payantes sur un modèle traditionnel de vente de licence sous forme d'abonnement. Et là, on a fait ce switch vers ce qui s'appelle un modèle open core, 80% open source, 20% payant. Et là, tout a changé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et d'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute. Il y a des histoires comme ça, dont je me lasserai jamais. Il y a 20 ans, la personne qui est en face de moi était étudiant à l'université de Louvain, en Belgique. Jusque-là, tout va bien. Cette personne s'appelle Fabien Pinkers. Et très tôt, il s'intéresse à la tech. Entre consulting et développement logiciel, son cœur balance. Avec l'audace, l'insouciance, peut-être l'inconscience même de sa jeunesse, Fabien décide en 2005 de créer un ERP. Et vous savez, ce logiciel qui est censé couvrir la quasi-totalité des besoins applicatifs d'une entreprise. Cette appli s'appelle au départ Tiny ou Tiny ERP, puis Open ERP, et elle s'appellera ensuite en 2015 Odoo, un nom qui vous parlera peut-être. Et ça va bientôt faire 20 ans que Fabien, en fait, est aux commandes et il s'est lancé dans ce projet. 20 ans, lancé sur un marché seul au départ, occupé par les plus grandes boîtes de tech du monde, je parle des Oracle, des Microsoft ou autres SAP. Sur ces 20 ans, tenez-vous bien, il y a près de 15 ans qui ont été des années de galère, dont 7, 8, peut-être au bord de la faillite. 20 années à chercher son business model, car Fabien a une vision et des valeurs fortes au départ. Odoo, c'est une app open source pour l'essentiel. Et trouver le chemin de la rentabilité en mode open source, c'est pas une chose facile. À un moment donné, à force d'un travail sans relâche et d'une résilience de dingue, Fabien voit la lumière au bout du tunnel. En fait, l'entreprise explose. Odoo, c'est désormais, tenez-vous bien, 2500 salariés répartis sur l'ensemble des continents, 8 millions d'utilisateurs, un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros par an, et une société qui est valorisée, tenez-vous bien, un peu plus de 3 milliards d'euros, ce qui en fait la plus grosse boîte tech de Belgique, tout simplement, et une des plus prometteuses d'Europe. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie d'aller plus loin, de comprendre un peu ce qui se passe derrière. Comment on se lance dans un tel projet ? Comment on fait déjà pour tenir 20 ans dans un projet ? C'est rare aujourd'hui avec l'envie de chacun de bouger. Comment on fait pour tenir 15 ans sans atteindre la rentabilité ? Et comment on fait aussi accessoirement pour rester accessible, humble et simple, vous allez voir, devant une telle réussite ? C'est autant de questions que je suis très heureux de pouvoir adresser directement à toi, Fabien. Merci beaucoup de faire un stop au micro d'Innovation Leaders. Merci de m'inviter, surtout. Bon, cette intro était hyper longue, je vais te passer la main dans pas longtemps. J'aimerais bien qu'on commence directement par Odoo. Cette solution que tu as lancée il y a cette paire de dizaines d'années. Tu peux me faire le pitch de cette ERP, donne-moi les chiffres et éclaire-moi si tu peux sur l'écosystème, parce qu'en fait il y a une société, la tienne, mais il y a aussi tout un ensemble de sociétés, de partenaires qui bossent dans cet univers, et ça m'intéresse que tu nous éclaires un peu sur la taille et la dimension de cet univers. Oui, parfait. Alors Odoo, en quelques mots, c'est une suite d'applications business pour gérer tous les besoins de ton entreprise. Tu as besoin d'un site web, tu installes une app, tu designs ton site web en quelques clics. Tu as besoin de la comptabilité, on a une app de comptabilité tout intégrée. Tu as besoin d'une gestion de stock, une gestion de manufacturing, on a les apps. Et toutes ces apps vont s'intégrer entre elles de telle sorte que les flux vont être complètement automatisés. On le fait dans une manière de productivité. On travaille principalement pour les petites et moyennes entreprises. La plupart des PME, des employés dans les PME, elles souffrent de ne pas avoir des outils. Beaucoup de réencodage, beaucoup d'applications multiples pour divers besoins. Et les employés en souffrent d'inefficacité, de réencoder les datas, de ne pas avoir accès à l'information, etc. Donc nous, on cherche à faire des outils de productivité pour que chaque employé soit plus productif. Ça, en gros, c'est ce que fait Odoo. Donc, c'est vraiment un App Store, comme tu pourrais avoir un App Store sur ton téléphone portable, mais d'applications business. Combien d'apps d'ailleurs ? Parce qu'il y en a un paquet. Alors, il y a à peu près 1000 apps qui sont officielles, qu'on a développées nous, et en total, il y a 36 000 apps dans l'App Store communautaire, qui est le plus grand App Store au monde. Okay. D'applications business, c'est-à-dire. Et qui est le vôtre, pour le coup, votre qui est le nôtre, c'est Odoo App Store. Donc, 36 000 apps au total. Qui s'intègrent complètement entre elles, qui gèrent tous les besoins de l'entreprise, ouais. Ok. Et vous les validez, ces apps qui sont lancées d'ailleurs, ou en fait c'est un écosystème? C'est un peu comme Google Play Store, où c'est vraiment un App Store communautaire où les gens peuvent publier leurs applications. Il y a une validation sociale par le rating et par les reviews de ceux qui utilisent ces applications, mais nous, on n'a pas une validation nous-mêmes.
Bon, ok, pour le nombre d'apps impressionnant. Et vous avez combien de personnes? Donc 2005, on a dit pour la société. Combien il y a un paquet de partenaires dans le monde du service et dans le monde de la tech qui Alors travaillent oui, pour comprendre Odoo, il faut autour bien de vous. comprendre que c'est pas juste nous. C'est-à-dire que oui, on a 2500 employés, mais la réalité, c'est que Odoo est bien plus grand que nous-mêmes. C'est un écosystème de sociétés de services qui vendent du service autour de nos logiciels. On a 4600 partenaires dans le monde qui sont des sociétés dont le métier c'est de vendre du service autour d'Odoo. Ces 4600 partenaires représentent au total 80 000 personnes full-time dédiées à Odoo, que ce soit des développeurs, des consultants business ou des commerciaux. Et en plus de ça, on a toute une série de monde qui travaillent sur Odoo, mais qui ne sont pas partenaires officiels, qui sont dans la communauté open source d'Odoo, des développeurs, des freelances, des consultants. Et là, on estime 30 à 40 000 personnes, donc on est de l'ordre de 120 000 emplois créés par Odoo. Ok, c'est impressionnant. Les utilisateurs, je parle pas des personnes qui utilisent, mais je parle des sociétés qui achètent ou qui utilisent, parce qu'on verra le mot d'acheter, il est relatif avec Odoo, mais les sociétés qui sont vos clients, elles ressemblent à quoi? Elles ont quoi comme profil? Alors, Odoo est très large, donc on va du petit indépendant qui a besoin de logiciels pour faire ses bons de commande, ses devis, ses facturations ou son site web. La PME, c'est notre core business. D'entreprise 5 à 20 personnes. Tout secteur confondu, on est actif dans le manufacturing, dans le service, dans la gestion de stock, dans les magasins, les points de vente avec la caisse, par exemple. Et alors, on monte jusqu'aux très grandes entreprises. Ça, c'est assez nouveau depuis 3-4 ans, où là, on parle de clients à 5 000, 10 000 utilisateurs. Ok. Combien de clients? Je disais 8 millions, c'est toujours le cas? Alors, c'est 8 millions d'utilisateurs, c'est pas 8 millions d'entreprises. Ouais, c'est 8 millions d'utilisateurs, très bien. Oui, je pense qu'on est un peu plus. On doit pas être loin des 10 millions maintenant, j'ai pas vérifié récemment, mais ça monte assez vite. Et ça fait combien d'entreprises, ça? Oh, je ne sais pas. Si je dois guesser, Plusieurs millions. pas regarder. Je dirais 17 utilisateurs de moyenne, donc on va être sur du 10 millions, 50 000. Ok. Toi, t'as démarré en 2005. Au départ, t'es dev. T'as quoi comme parcours Ouais, alors à quel moment on se j'ai lance? démarré un peu avant, mais je suis sorti des études en 2005. Ok, donc t'as commencé en parallèle accéléré avec quand les je suis études. sorti des études, quoi. Donc tu n'as jamais bossé pour quelqu'un d'autre que toi. Non, jamais. J'ai eu plein d'activités différentes, mais toujours pour moi-même. Bon. Et t'as quoi comme profil au départ pour te lancer dans un Alors projet moi, je comme suis ça? ce qu'on appelle le polytechnique ingénieur civil, avec Ok. une spécialité informatique. Alors ça, c'est sur papier parce que j'ai pas vraiment été au cours. Mais bon, j'ai quand même eu mon diplôme à la fin, entraînant un petit peu. Donc c'est des études d'ingénieur civil, donc très généraliste, mais avec une spécialité informatique. Bon. Si je dis pas de bêtises, toi, t'as commencé au départ dans le monde des antiquaires, sûrement par ton réseau ou par ton univers familial. Et c'était ton premier projet. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à te lancer dans un projet dans le monde des ERP? Parce que quand tu es étudiant, c'est un monde qu'on connaît pas vraiment. Et qu'est-ce qui fait que toi, c'est un monde qui t'a accroché? Alors moi, j'ai été toujours passionné par la gestion d'entreprise, au sens large, que ce soit la comptabilité, la gestion de stock, l'optimisation d'une ligne de production. Et donc même quand j'étais étudiant, je lisais pas mal de livres qui touchaient à la gestion d'entreprise. J'ai commencé par les salles de vente publiques et les antiquaires parce que mon papa avait une salle de vente publique, donc j'ai commencé par mon papa, les clients de mon papa. J'ai commencé par faire leur site web, et après leur site web, j'ai fait leur gestion, puis leur comptabilité. Et à un moment donné, j'ai dû sortir parce que ce marché n'était pas un super marché. Il y a 60 clients en Belgique, 60 salles de vente publiques en Belgique, et la plupart n'étaient pas très riches. Donc à un moment, j'ai généralisé ça et j'ai voulu adresser aux PME standards. Et là, j'ai pris les clients un par un, quoi. D'abord un, puis deux, puis trois, principalement grâce à du bouche à oreille au début. Ok. Et là, t'as découvert un marché qui n'était pas forcément attaqué par les gros et dans lequel les clients que tu rencontrais avaient des difficultés à trouver un partenaire ou des solutions qui leur Alors, correspondaient. le marché, il y a plein, il y a des logiciels de gestion, j'ai l'habitude de dire, dans tous les villages quasiment. Il y a plein de solutions locales, il y a des grands géants de l'industrie, que ce soit Microsoft Dynamics, NetSuite, Oracle, SAP, qui sont actifs dans le domaine. Donc, c'était pas nouveau, c'était pas une idée de génie, c'était un marché très bien actif. Le truc, c'est que c'était très actif sur les grandes entreprises, où là, vraiment le marché est saturé. Sur les PME, les entreprises avaient plein d'applications différentes, mais rien d'intégré. Donc une PME classique, encore aujourd'hui, elles vont avoir un WordPress pour leur site web, Mailchimp pour envoyer des emails, un QuickBooks pour faire leurs factures et leur comptabilité, beaucoup de spreadsheets pour gérer leur stock, mais rien de complètement intégré. Et donc finalement, sur le marché des petites et moyennes entreprises, c'est vraiment un marché où tout est à prendre. Le taux d'équipement est de moins de 15% en logiciel intégré. Et oui, donc c'est vraiment été un marché où voilà, il y a tout à apprendre. La complexité de ce marché, en fait, c'est que
C'est pas tellement un marché concurrentiel, il y a plein de gens, mais le taux d'équipement est tellement faible qu'en fait tout le monde a échoué. Microsoft a échoué, SAP a échoué. La vraie complexité, c'est que les PME ont des besoins complexes. Elles font du marketing, elles font de la comptabilité, elles font une gestion de stock, elles ont des devis dans différentes langues, elles ont parfois un bureau en Europe de l'Est ou en Asie, mais elles n'ont pas d'argent. Elles ont très peu d'argent, elles peuvent pas se permettre de payer des centaines de milliers d'euros pour intégrer un logiciel tout intégré. Il faut que ce soit hyper simple, hyper rapide et vraiment un gain en productivité pour les utilisateurs. C'est vraiment une équation assez complexe techniquement, que personne n'a réussi à résoudre dans les concurrents. Donc ce que nous on a essayé de faire, c'est ça, c'est de craquer cette équation qui est de dire on veut un logiciel qui est à la fois complet pour gérer tous les besoins de l'entreprise et à la fois très abordable, simple et pas cher pour qu'une PME puisse démarrer en quelques semaines. Et très facilement maintenable ou en tout cas pas intégré, quoi. Voilà, à l'époque, quand moi j'ai démarré, si tu voulais un logiciel de gestion intégré, type ERP, achat, vente, stock, manufacturing et ta comptabilité, c'était minimum 100 000 euros. Okay. 100 000 euros, c'est des projets pénibles, avec des mois de travail, avec un gros risque à la fin sur l'exécution du projet. Et alors moi, mon objectif, c'est de rendre ça comme Word et Excel. En quelques clics, tu démarres, c'est devenu une commodité, quoi. Et t'as commencé, t'étais un peu consultant, indépendant. T'as eu tout de suite cette vision de créer cette solution-là intégrée dans ce marché où ça s'est fait un client après un autre, où tu t'es dit, attends, il y a un truc à faire, et puis en fait, est-ce que je pourrais pas répéter ce que je suis en train de faire pour l'un et pour l'autre et vendre quelque chose de plus large? Ouais, en fait, non, j'ai pas une vision du tout. J'ai fait plein de choses, il y a quelque chose qui a mieux marché que le reste. Okay. J'ai fait plein de choses, j'ai fait des e-commerce, j'ai fait des jeux, j'ai fait des antivirus, j'ai fait des virus, j'ai fait des logiciels d'acquisition de données boursières par satellite, vraiment de tout. J'ai fait un magasin de vêtements qui a très bien marché. Je suis devenu leader des produits dérivés Linux en Europe, des peluches, des t-shirts, etc. Mais à la fin, je me suis recentralisé sur ce que j'aimais bien, qui était la gestion d'entreprise, et c'est ce qui a le mieux marché. Et tu as aussi une question, ça on en parlera après, d'apporter quand même une valeur ajoutée à des sociétés qui sont pas équipées et qui pourraient être beaucoup plus productives qu'elles ne le sont si... Alors au début, je l'ai pas compris. Ouais. Au début, je l'ai vraiment fait parce que je voulais rendre service à mes premiers clients, des copains de copains, et puis à force d'en faire, de plus en plus de demandes arrivaient. Au début, je l'ai pas compris. Aujourd'hui, c'est clair. Aujourd'hui, il est évident que les PME, elles sont mal gérées, les employés en souffrent, et principalement parce qu'elles n'ont pas d'outils. J'ai l'habitude d'expliquer ceci avec une petite histoire qui est, imagine un mécanicien. Imagine un mécanicien qui adore son boulot. Le mec, il est super bon, tu lui donnes une voiture toute pourrie, rien qu'au bruit du moteur, il sait te dire ce qui va pas dans la voiture. Il adore son métier. Et maintenant, si tu imagines ce même mécanicien, mais sans outils. Il n'a pas de clé pour dévisser, il a beau être passionné, être super bon dans son métier, s'il n'a pas d'outils, il va galérer, il va être à un point tel qu'il va être frustré, il va prendre des jours pour faire des choses qu'il a l'habitude de faire en heures, et ça va pas aller, parce que tout le monde a besoin d'être efficace, tout le monde a besoin de contribuer à l'entreprise, de se sentir utile, et ce mécanicien qui a beau être passionné risque même d'être frustré et déprimé. Et d'abandonner, quoi. Ouais. Et voilà. Et en fait, dans les PME, c'est exactement ça qui arrive. Dans les PME, les gars n'ont pas d'outils. Si elles veulent faire une landing page dans le site web, ils doivent demander un webmaster, puis ensuite envoyer un mailing, ils doivent aller faire des imports pour aller mettre dans MailChimp. Et si ensuite ils veulent traquer la rentabilité de cette campagne marketing, ils doivent, dans leur logiciel de comptabilité, faire des connecteurs avec leur site web. Ils sont partis pour des semaines de travail, avec des développeurs, etc. Et les gens en souffrent. Il y a plein de gens dont le métier est pénalisé. Souvent, ils ne s'en rendent même pas compte. Les managers, les employés ont tellement travaillé comme ça pendant des années qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a moyen de travailler différemment. Je prends l'exemple, par exemple, d'un recruteur. Si tu t'assieds à côté d'un recruteur, tu vas te rendre compte que 60% des emails d'un recruteur, c'est de la planification de rendez-vous. Première interview, deuxième interview, le candidat reschedule, l'intervieweur reschedule. 60% du travail d'un recruteur dans une boîte normale, c'est de planifier des rendez-vous. C'est quand même hyper administratif, c'est pas intéressant. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui, avec un bon outil, planifier un rendez-vous, tu donnes accès aux 3 intervieweurs et le candidat prend rendez-vous directement en ligne avec un clic de bouton. Et s'il n'est pas disponible, il reschedule dans la prochaine slot disponible pour les 3 intervieweurs. C'est des choses qui, normalement, sont automatisées. Et pourtant, il y a encore la grande majorité des entreprises l'essentiel, c'est clair. Qui perdent leur temps à ça. Et ça, tu vas le retrouver dans tous les postes. Tu prends un comptable. La majorité des comptables aujourd'hui, ils ont une pile de papier à gauche, facture fournisseur, et leur journée, ils passent à les encoder. Mais c'est des choses aujourd'hui où si tu as des bons outils, l'intelligence artificielle détecte complètement toutes les factures. Au lieu d'encoder tout à la main, c'est un vrai travail, ça prend beaucoup de temps. Tu peux te limiter à valider ce qui a déjà été tout encodé par le système. Et ça, quand tu commences à donner des bons outils aux gens, ça change tout. Ils peuvent avoir une productivité qui est démultipliée, que ce soit le recruteur qui recrute, qui fait des rendez-vous, ou le comptable qui encode des factures. C'est des choses on peut enlever cette charge administrative pour qu'ils puissent
se focaliser sur des choses à plus haute valeur ajoutée. Ok. Bon, depuis 2005, il s'en est passé des choses. Si tu devais regarder les grandes étapes, si tu veux nous décrire un peu les grandes étapes de ce projet, ça ressemblerait à quoi? Alors, j'ai commencé comme une société de service. Au début, j'étais D'accord. tout seul, puis 2, puis 3, mais on a grandi sur les revenus de vente de développement spécifique pour développer le logiciel. Mais avec une vision d'éditeur, c'est-à-dire que il fallait bien que je trouve des revenus quelque part pour financer les premiers recrutements. Mais ma vision a toujours été, je veux développer un logiciel en tant qu'éditeur, etc. Mais on avait un business model de société de service. Le problème, c'est qu'un business de service a des marges assez faibles, et donc tu peux pas financer une grosse recherche et développement et du marketing avec un business model de service. Donc en 2010, on se retrouve avec ce logiciel qui fait plein de features, j'ai développé tout ce que les clients m'ont demandé, mais qui est très compliqué à utiliser. Et donc là, je me suis dit, mais non, là maintenant, il faut faire un pivot sur le business model, je peux plus être une société de service, je dois passer sur un modèle d'éditeur de logiciels. Et donc j'ai fait ma première levée de fonds en 2010, 3 millions d'euros. Pour faire le pivot sur le business model, globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrêtais toutes mes activités de service du jour au lendemain, plus de revenus. J'allais déléguer ces activités de service à un réseau de partenaires qui, eux, allaient faire le service sur mon logiciel, et moi, j'allais me focaliser sur le développement du logiciel et vendre des contrats de maintenance à ses partenaires ou à ses clients. Ça a bien marché au début. Alors, il faut savoir qu'Odoo était open source et l'est toujours. Donc, ça a très bien marché au début. Et mes contrats de maintenance, puisque Odoo était open source, c'était pas une licence, c'était vraiment du support et de l'upgrade, un service, quoi. On a développé la société comme ça pendant 2-3 ans, on a créé le réseau de partenaires, ça a grandi, sauf que après 2-3 ans, ça marche plus trop bien parce qu'en fait tous les clients partaient après un an. Alors ils partaient pas vraiment, c'est-à-dire qu'ils continuaient d'utiliser Odoo, mais ils nous disaient ça marche très bien, pourquoi je paierais un contrat de support après un an? Donc on se retrouvait avec notre business plan, soi-disant avec des revenus récurrents de contrats de maintenance, où en fait tout le monde churnait après un an ou deux parce que le logiciel marchait bien, ils avaient plus besoin de support. Donc pareil, on a dû faire un nouveau switch sur le business model. On a levé 7,4 millions d'euros en 2014 pour switcher sur un business model où on va dire, là, on va faire tout le service d'hébergement cloud, SaaS, où les gens peuvent s'inscrire en ligne et ils paieront pour le fait que tout est bien packagé en un avec l'hébergement. Et ensuite, il y a également faire un switch de business model vers de l'open core un peu plus tard, où 80% du produit est open source et 20% de fonctionnalités en extra sont payantes. Et ça a été le salut. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus de soucis d'argent. Enfin, un an plus tard, tout a roulé et on est devenu bien profitable. Bon, ça, on va en reparler. Cette vision et cette conviction que tu as aussi d'avoir créé un open source, ça vient d'où cette envie-là? Alors, au début, c'était pas une vision, c'était juste, moi, tout ce que j'utilisais, c'était de logiciels open source, j'adorais ça, tout ce que je développais était open source, donc je me suis pas posé de questions, je voulais produire des choses open source, j'ai toujours été convaincu que la connaissance doit être partagée, elle doit être libre d'accès à tout le monde, et le logiciel, c'est de la connaissance, du code source, c'est de la connaissance. Et donc moi, c'est quelque chose qui m'a toujours motivé et passionné, d'abord pour mon intérêt particulier, mais ensuite, en entreprise, tout ce que je produisais, j'ai voulu faire open source, et je le veux toujours aujourd'hui. Et à l'époque, déjà, c'était pas incompatible avec une vision économique et une rentabilité pour toi? Alors, ça l'était complètement parce que quand on est une société de service, c'est facile, mais on peut pas développer un logiciel en tant que société de service. Les marges sont pas suffisantes pour développer le logiciel. Donc après, j'ai basculé sur des revenus de maintenance, mais j'étais coincé parce que les clients avaient le logiciel gratuitement, donc leur vendre du support, ça avait peu de valeur à côté de la valeur du logiciel. Donc j'ai dû basculer sur un autre business model où là, je vendais des features qui sont, du coup, les clients restent avec quelques fonctionnalités supplémentaires qui, elles, ne sont pas open source. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux produits. On a Odoo Community qui est 80% open source et Odoo Enterprise qui est 20% de fonctionnalités en plus qui sont payantes. Et ce qu'on vend, c'est Odoo Enterprise, on ne vend pas Odoo Community. Ok. Toi, tu as mis 15 ans à craquer le modèle de rentabilité. Je sais pas si tout le monde réalise, mais c'est 15 ans où tu rentres chez toi le soir en expliquant à ta femme qu'il y a un truc qui déconne, un truc qui t'échappe, qui tourne pas rond. Et il y a un moment donné où tu comprends le truc, tu parlais tout à l'heure de craquer le modèle. Tu peux me parler de cette recherche, de ces années où tu tournes un peu en rond, où tu as des ups et des downs, et à quel moment peut-être que tu as eu une inspiration, ou à quel moment tu as trouvé le bon modèle? Alors c'est vraiment ça, hein. Je rentrais tous les soirs, donc il y avait une obsession. Pour faire ce qu'on fait, il faut vraiment être obsédé. J'étais vraiment obsédé de grandir. La boîte marchait, on grandissait bien, mais j'avais des problèmes d'argent violents. J'avais parfois un souffle d'air lorsque j'avais fait une levée de fonds, mais un an et demi après, j'étais encore presque au bord de la faillite. Donc j'ai eu beaucoup d'années en cash flow très tendu où j'avais du mal à payer les salaires, donc vraiment dur. Et donc clairement, il y avait un problème dans le business model, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je pense que je me suis mis moi-même une barrière qui était et c'est un discours que j'ai toujours tenu à la communauté, qu'on sera toujours 100% open source. Donc j'ai tout essayé, on a fait des changements de prix, on a fait des changements de vente du service, vente du support, vente du développement fait par des Indiens. Enfin, j'ai vraiment tout essayé autour du business model full open source.
Et ça marchait pas, les marges permettaient pas de faire ce que je voulais. Et donc à un moment donné, c'était ça ou la mort, quoi. Et donc à un moment donné, j'ai quand même dû revoir mes hypothèses et me dire, ok, peut-être que c'est peut-être mieux de ne pas être 100% open source et d'avoir quand même quelques fonctionnalités payantes sur un modèle traditionnel de vente de licence sous forme d'abonnement. Et là, on a fait ce switch vers ce qui s'appelle un modèle open core, 80% open source, 20% payant. Okay. Et là, tout a changé. Rapidement. Tout a changé rapidement. Après, ça s'est fait sur 1 an quand même, mais parce il faut les changements des modalités. Nos partenaires qui revendaient la solution, ça a été très compliqué avec la communauté. Il y a une grosse transition à gérer. En fait, la communauté s'est construite sur ce discours de on est le plus grand logiciel open source, l'open source c'est génial, le propriétaire c'est pas bien, et on le sera toujours, etc. Et puis, 15 ans après, je leur dis, écoutez les gars, je me suis gouré. Finalement, on va pas être complètement open source, on va faire du propriétaire. Et il y en a beaucoup qui l'ont pas compris, qui ont senti ça comme une trahison, et je le comprends, parce que c'était pas le discours qu'on a tenu. Et du coup, ça a été quand même des gros clashs. On a des membres de la communauté qui sont partis, on a été très fortement critiqués. Enfin, c'était très, très, très turbulent. Et quand je parle de la communauté, c'est vraiment une communauté business. C'était les partenaires qui revendaient notre produit, donc c'était économiquement très compliqué. Ouais, ça mettait à mal leur positionnement, leur discours à eux, quoi. Ça mettait à mal, même c'était une question philosophique. Je pense que d'un point de vue business, ceux qui ont continué ont compris que c'était une très bonne approche, mais d'un point de vue philosophique, et tout leur message marketing était mis à mal par ça. Je pense qu'il y avait beaucoup de peur aussi. C'était de se dire 80% ça va, mais quid si, parce qu'il y a beaucoup de logiciels open source qui ont basculé vers du complet propriétaire, et qu'est-ce qu'ils arrivent si Odoo commence à faire comme Sugar CRM ou Congo Bravo. Donc la plupart étaient drivés par la peur. Ok. Toi, quand tu parles de philosophie, en dehors de cette philosophie de l'open source, tu avais d'autres philosophies entre guillemets pour ce projet et pour Odoo? Ouais, moi, j'ai vraiment 2 choses qui m'ont drivé. D'un point de vue technique, parce que je suis un développeur à la base et je suis passionné d'open source, c'est de contribuer à l'open source. Et la deuxième chose, c'est rendre les entreprises plus efficaces au niveau de chaque employé, pas tellement, enfin au niveau du business process de l'entreprise aussi, mais vraiment des outils de productivité pour que chaque employé puisse faire plus de travail en moins de temps. Ok, c'est les deux positionnements, les deux piliers, quoi. Et alors un troisième qui est lié, c'est on veut offrir toutes ces suites de logiciels complètes aux PME, c'est de les rendre le plus en plus abordables possible. Le moins cher possible au niveau service, acquisition de prix, les licences, etc., etc. Et je crois d'ailleurs, tu me corriges si je me trompe, mais une licence par utilisateur sur une fuite, alors il faudrait voir l'épaisseur du nombre d'applications qu'on utilise, mais c'est à peu près 25 € par utilisateur. Je te dis peut-être une bêtise. Oui, même pas. Si je prends donc le modèle de pricing d'Odoo, c'est gratuit si tu veux une seule application. Oui. Donc si tu veux un site e-commerce ou si tu veux une comptabilité ou si tu veux, je sais pas, signature électronique de documents, un équivalent DocuSign, c'est gratuit à vie avec le support compris, l'hébergement tout. Okay. On ne fait payer que si tu veux plusieurs applications. Et si tu veux plusieurs applications, l'ensemble des applications d'Odoo, donc gérer vraiment toute ta boîte, achat, vente, stock, comptabilité, site web, 100% des applications Odoo, c'est 19,90 € par utilisateur et par mois. Okay. Et là, tu as tout. Toutes les applications full intégrées. On a un autre plan à 29,90 € qui est le plan si tu veux faire des développements spécifiques, de la customisation et des serveurs avec hébergés dédiés, etc. Ouais, je sais pas si on peut comparer ça par rapport à un Microsoft ou des grands groupes, mais c'est quasiment un 10, quoi. Comparable, c'est-à-dire que les ERP traditionnels, ils sont à 180 € par utilisateur par mois, et c'est que des ERP, c'est-à-dire ils font achat, vente, stock, comptabilité. Ils vont pas faire tout le site reste. web, ils vont pas faire tous ces. Ils vont pas faire le site web, ils vont pas faire le point de vente, ils vont pas faire le digital marketing. Ouais, donc c'est au-delà de la compétitivité prix. Et c'est aussi la couverture fonctionnelle en fait sur laquelle la concurrence est quand même assez limitée finalement. Ouais. Et donc notre offre est unique. Marché, quoi. Ouais. Et en fait, l'open source a été la cause aussi, c'est-à-dire que on ne vend que 20% de nos fonctionnalités, 80% de nos fonctionnalités sont open source. Je ne pourrais pas mettre un prix sur Odoo qui est le prix de la totalité de la solution. Parce qu'alors, qu'est-ce que les gens feraient? Les partenaires redévelopperaient la partie payante ou je sais pas quoi, mais ce serait moins bien aligné. C'est pour ça que nos prix reflètent seulement la partie propriétaire qui est 20% des applications que les gens utilisent. Alors qu'ils utilisent 100% de l'application, mais on ne fait payer que 20% de nos apps qui sont en fait les apps propriétaires. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E2KIDEN. Bonne écoute!
dans un marché où la tech est à peu près partout, c'est encore vrai aujourd'hui, tu crois, le côté et il semble accessible parce que tu vois, moi quand j'ai monté Equiden, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre. J'imaginais pas que si tu veux, j'imaginais pas trouver autant d'applications métiers dispo qui correspondaient à mon business du consulting. Et ça m'a surpris d'ailleurs. Et je trouvais le marché beaucoup plus mature que ce que j'imaginais. Et pour toi, il y a encore, on en parlait au début, mais une frange importante de ces entreprises aujourd'hui qui ne sont pas outillées et ne sont pas ne voient pas la tech. Ah ouais, c'est sûr. N'ont pas accès à la tech. Il y a deux cas de figure. Il y a les entreprises qui n'ont pas accès à la tech. Et dans les entreprises qui ont accès à la tech, donc ceux-là, il faut les éduquer. Et c'est une grosse partie des entreprises. Hein. Tu vas dans des magasins, des machins comme ça, ils sont nuls en marketing. les retail, enfin, il y a vraiment beaucoup à faire. Mais même dans les entreprises qui ont accès à la tech, la plupart, ils ont plein d'applications différentes avec des usines à gaz pour connecter différentes applications entre le helpdesk d'un côté, le site web de l'autre. Et ils ont 15 outils différents. Et ces 15 outils différents, c'est une usine à gaz qui est pas efficace, quoi. Et donc, en outils tout intégrés, il y a un énorme marché. Je considère que quelques pourcents seulement des entreprises sont équipées. Ouais, c'est cet aspect intégration avec le même, on va dire, la même base de données ou les mêmes data partout. Oui. Ouais. Quand tu disais tout à l'heure sur les aspects philosophiques, il y avait les trois que t'as cités, mais il y en a un quatrième que j'ai envie de rajouter, c'est le côté aussi respect de l'utilisateur, respect de la promesse d'Odoo aussi. Parce que quand je dis ça, il y a pour moi un profond respect dans ton approche, dans l'approche d'Odoo. Et je vous rappelle, toi, t'es assez authentique comme personnage. Et juste pour donner un exemple, il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, t'as pris une décision stratégique qui t'a amputé, si je dis pas de bêtises, de près de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires du jour au lendemain. Parce que t'as voulu te rapprocher de tes utilisateurs et de la qualité de service. Tu confirmes ? Oui, donc en octobre l'année passée, on a décidé de changer notre prix. On a changé complètement notre pricing. Certaines entreprises devaient payer beaucoup moins, les PME, et certaines devaient payer plus dans la nouvelle structure de prix, les grands comptes. Mais ce qu'on a fait, on a dit à tous nos clients existants, si vous êtes dans le nouveau pricing plus cher, on vous garde le prix actuel. Donc aucune augmentation pour vous. Par contre, toutes les entreprises qui devraient payer moins, on leur a dit, en fait, on vous diminue votre prix dès maintenant. Donc l'abonnement du mois suivant, il sera, pour certains, ça a été du 80% moins cher. Et ça vient d'où ce genre de décision-là ? Comment t'en arrives à prendre ça ? On est parti du constat que, en fait, l'ancien pricing, on avait un prix par utilisateur et un prix par application. Donc tu payais 18 € par utilisateur, plus un petit fee par application. Donc si tu voulais le site web, c'était 8 €, si tu voulais la compta, c'était 16 €, si tu voulais la gestion de stock, 20 €, etc., etc. Et le problème qu'on avait, c'est que des petites entreprises, par exemple, le cas extrême, c'est un indépendant. Un indépendant, en moyenne, payait 120 € par mois sur Odoo. Il avait ses 18 € pour un utilisateur lui-même, mais il avait une dizaine d'applications, il se retrouvait à 120 € par mois. Moi, j'étais convaincu que 120 € par mois pour un indépendant, c'est trop cher. Même si la valeur est colossale, hein, on faisait tout, son site, ses bons de commande, ses factures, tout. 120 € par mois, c'est trop cher. Donc, on est parti du constat que notre volonté, c'était de descendre le prix pour le rendre abordable aux petites entreprises. Donc, on est descendu à 19,90 €, donc 20 € pour les indépendants maintenant. Et donc, voilà, c'est parti de ce constat qu'on était trop cher pour les petits, donc on a rééquilibré le prix en étant beaucoup, beaucoup moins cher pour les petits et un peu plus cher pour les grands. Okay. Mais comme on a descendu, on a changé le prix de nos clients existants que des petits, on a descendu plein de gens du jour au lendemain, ce qui nous a coûté 10 millions d'euros. Bon. Ok. Alors, ça fait peur sur papier quand tu te dis je vais faire 10 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est que personne n'en a parlé. Le board ne l'a pas discuté. Nous, les top managers, on était tous focalisés sur on veut aider les PME. Et donc ça a fidélisé cette catégorie-là. Et la fidéliser. Alors fidéliser, là, on n'a pas besoin parce qu'on est sur des logiciels. Quand tu utilises 10 applications différentes full intégrées, tu pars pas à Odoo. Donc on n'a pas vraiment ce sujet-là, mais c'était vraiment on était trop cher et donc on loupait des gens ou en tout cas on mettait une grosse barrière à l'entrée pour des gens. Ce qui s'est passé suite à ça, donc ça fait peur évidemment quand tu te prends 10 millions d'euros puis tu fais un prix, tu sais pas du tout ce qui va arriver derrière. Surtout qu'en ce moment tous les éditeurs augmentent leur prix, hein, plutôt à l'inverse du marché. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'on a vendu maintenant aujourd'hui, 2 mois plus tard, on vend 2,8 fois plus de clients par mois qu'avant. Donc ça a fait x3 sur les ventes de nouveaux clients, ce qui j'aurais jamais imaginé ça. Hein. Principalement des petits clients du coup qui en plus. Mais ça nous a vraiment ouvert tout un nouveau marché. Un appel d'air, quoi. Ouais. En fait, on avait un frein à cause du prix sur les petites entreprises. Bon. Ça fait penser d'ailleurs sur la partie commerciale, parce que finalement,
on voit que alors c'est peut-être pas du marketing, hein, c'est peut-être du yield management, enfin de la gestion tarifaire, mais en fait c'est un énorme outil de business développement, parce que d'avoir cette approche-là, d'avoir cette qualité-là, et finalement le bouche à oreille est monstrueux pour vous dans votre business développement. Et d'ailleurs, je me rappelle quand je t'avais parlé du fait que tu avais pas de business développeur, parce que je pensais qu'Odoo n'avait pas de business développeur. En fait, Odoo n'a pas vraiment de business développement en mode outbound, mais vous avez vous avez une approche commerciale qui est basée sur l'inbound, qui est basée sur le bouche à oreille, et qui fait que vous êtes plus, si je dis pas de bêtises, dans la gestion des appels entrants que dans la gestion des appels sortants. Parce qu'il y a quand même 800 personnes qui gèrent la relation client avant signature de contrat. Donc il y a quand même une grosse activité d'avant-vente. On a 800 commerciaux, entre les directs et les indirects, il y a 800 commerciaux, mais il n'y a aucune activité outbound. On n'appelle jamais des clients, on ne fait que répondre à des gens qui ont une demande initiale chez nous. Et comment c'est possible ça? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, le bouche à oreille est très fort, et ça, c'est nous, en fait, le produit a toujours tout drivé chez Odoo. On a un produit qui est vraiment exceptionnel et clairement très disruptif par rapport au marché et très au-dessus. Et du coup, nos clients sont hyper contents, mais hyper contents. Et donc, le bouche à oreille marche très, très bien. Un client va nous amener 3, 4, 5. Et là, comme on a une dizaine de millions d'utilisateurs, ben, ça amène beaucoup de prospects. Donc, le bouche à oreille est très fort. Après, on a des activités marketing classiques, hein, quand même. On fait pas de outbound sales, mais on fait du outbound marketing. On fait du réseaux sociaux, beaucoup de contenu, un peu comme tout le monde, quoi. Et t'as quelle vision du marketing d'ailleurs? Toi, tu le places comment dans le cycle de vente? Parce que je sais que t'es pas en mode push logo. Enfin, t'es pas là pour marketer ta boîte et ta vision, mais plus pour marketer le produit. Mais ça se traduit comment dans les faits? Alors, moi, je vois. Donc, on veut surtout pas faire de push logo. On veut surtout pas faire de pub traditionnelle, de buzz. On cherche pas à faire de buzz. Moi, je vois la R&D comme la recherche et développement, donc les développeurs comme responsables de créer un bon produit. Et le marketing comme responsable d'éduquer les gens par rapport à ce produit. Donc une grosse partie de notre marketing, c'est de l'éducation, c'est de la formation, de l'e-learning, des vidéos produits qui expliquent comment gérer son business. On fait aussi beaucoup de l'éducation. On est dans plus de 1000 cours dans les universités avec des business games qu'on a développés qui permettent aux étudiants d'apprendre la gestion d'entreprise grâce à Odoo. Donc le marketing pour moi est surtout dans le côté éducation, support de la communauté, donner des matériels didactiques et ludiques à nos partenaires, parce qu'on a une grosse communauté aussi. Hein. Une de nos difficultés, c'est qu'on a 120 000 personnes qui vivent d'Odoo, donc ces gens-là aussi, on doit les faire évoluer. C'est beaucoup de contenu instructif, en fait, de contenu produit et instructif. Il y a beaucoup de marketing qui est marqué de la société. Par exemple, Microsoft, tout le monde connaît Microsoft, mais les gens connaissent pas bien Microsoft Dynamics 365, leur produit ERP. Nous, c'est l'inverse. Nous, tout le marketing est orienté produit. On a aussi une grosse activité événement dans les marketing. On va localement. On fait 400 événements par an avec 600 personnes par événement dans le monde entier. En moyenne, 600 personnes. Okay. Donc, si je comprends bien, on fait un produit qui correspond bien à son marché, qui correspond à ses utilisateurs, donc avec une vraie maîtrise de la zone métier ou du process métier qu'on a envie de couvrir. Ensuite, on s'assure que les gens l'utilisent correctement et savent l'exploiter comme il faut. Et ça, a priori, ça fait l'équation magique pour que les gens en bouche à oreille t'amènent de nouveaux clients. Voilà. En fait, on s'arrange pour que les utilisateurs soient super contents. La proposition de valeur soit très bonne. Dans la proposition de valeur, t'as le produit, mais t'as aussi le fait que c'est pas cher. Enfin, l'ensemble valeur ajoutée divisé par le prix, quoi. Et alors, le marketing aide à les éduquer, à leur faire découvrir des nouvelles features d'Odoo pour qu'ils améliorent encore mieux la gestion de leur entreprise et leur transition digitale. Et voilà. Mais c'est clair, Odoo a toujours été tiré de l'avant parce que ce produit nous a tiré. Si on a pu engager autant de sales, si on a pu développer notre marketing, c'est parce que le produit a amené quelque chose d'incroyable. Ouais, impressionnant. Avec les années, j'imagine que tu as quand même fait des erreurs. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples d'erreurs que tu aurais aimé ne pas faire, même si je dis ça, mais c'est le meilleur moyen d'apprendre, d'en faire. Donc, les erreurs par lesquelles t'es passé. Alors, je pense que dans mes plus gros succès et ma plus grosse erreur, c'est la même chose, c'est le changement de prix. Okay. J'ai eu un très mauvais changement de prix qui nous a coûté très cher. Il était complètement foireux et on a eu les partenaires qui se sont plaints et on s'est mis les partenaires à dos pendant presque un an, le temps qu'on revienne en arrière. Donc un très mauvais changement de prix où... Mais il a fallu revenir en arrière. Il a fallu revenir en arrière. Enfin, pas exactement en arrière, mais enfin, il a fallu changer. Et à l'inverse, une de mes meilleures décisions était récemment ce changement de prix où on a réduit le prix fortement pour les PME. Donc la même décision a fait les deux. Dans nos grosses erreurs aussi, c'était cette gestion de la communauté.
où je leur ai fait croire pendant longtemps que Odoo sera toujours 100% open source, où on a construit tout le monde sur ce modèle-là. Et ensuite, on a basculé vers un business model open core. Je pense que le bascule vers le business model core était une très bonne décision. Je ne regrette pas du tout cette décision-là. Mais avec le recul, ça aurait été mieux si j'avais mieux managé les attentes de la communauté. C'est-à-dire 10-15 ans plus tôt, je leur ai dit « Aujourd'hui, nous sommes 100% open source. Un jour, on devra monétiser le produit. Et un jour, on changera. » Au lieu de leur dire « Ce sera toujours comme ça. » Ok. Et dans l'approche managériale d'Odoo, il y a aussi des éléments assez intéressants. C'est la culture qui a été mise en place. Là aussi, une approche managériale qui est assez, on va dire, spécifique à Odoo. Je pense au fait, par exemple, de pas recruter de managers qui viennent de l'extérieur. Tu as aussi, toi, un positionnement par rapport au stock option qui fait que tu n'en as pas distribué, je crois. Mm-hmm. Il y a d'autres éléments comme ça qui sont des marqueurs un peu de votre identité. Il y a énormément de choses. On a jusqu'à peu, on n'avait pas de service légal. Aujourd'hui, on en a un. C'est une personne. Pour 2500 employés. Service légal avec tous les contrats que tu dois gérer. On est des pros de la simplification. Donc, par exemple, tous nos contrats sont les mêmes. Ils sont hyper fermes. Ils sont jamais discutés avec nos clients. Okay. On n'a pas de service des achats. Tout le monde peut acheter chez Odoo. Il n'y a pas de processus. Donc, il n'y a pas de service des achats. C'est très rapide. Chaque employé peut dépenser. Alors, on a une culture d'entreprise. Tu disais, oui, on ne recrute jamais de manager. Donc, la seule manière de devenir manager chez Odoo, c'est d'être le meilleur d'une équipe et de monter. Et on fait ça précisément pour préserver la culture. On a une culture d'entreprise qui est spécifique et un des challenges quand on grandit vite comme nous, c'est de la garder et faire venir des top managers qui ont leurs habitudes et leur manière de structurer. Ils sont peut-être bons, mais c'est très risqué. D'abord, on n'est pas sûr qu'ils sont bons. Et puis surtout, ils viennent avec leur manière de faire qui est peut-être pas la même que la nôtre. On a une culture d'entreprise en fait qui est très axée sur l'autonomie, la responsabilité et l'évolution. Alors ça paraît bateau, je pense que toutes les entreprises disent oui, nous on donne de l'autonomie, des responsabilités, mais nous on le fait vraiment, mais vraiment vraiment fort. Il y a énormément d'autonomie chez tout le monde et très rapidement, beaucoup de responsabilités. Et alors on met à cœur beaucoup de choses pour que nos employés évoluent. On a énormément de pratiques et de processus pour être sûr qu'ils évoluent. T'en as une par exemple qui te semble être assez... Oui, il y en a plein. Je peux donner des petits exemples très, très, très simples d'application. Moi, j'ai beaucoup appris par les livres. Je lis beaucoup de livres, tout ce qui tourne autour de la gestion de l'informatique, mais aussi de la psychologie, enfin n'importe quoi qui peut m'aider à évoluer moi-même. Et je pense que c'est très important. Donc, j'ai pendant longtemps poussé les employés à lire des livres. On a une politique où ils peuvent acheter des livres et c'est l'entreprise qui la paye. Ça n'a jamais marché. Personne ne le faisait ou pas très peu de monde le faisait. Là, on a trouvé un truc il y a quelques années qui marche très très bien. Lorsqu'on engage un candidat, on lui envoie 2 livres par la poste avant qu'il rejoigne l'entreprise. En disant merci, bienvenue. Et en fait, là, ils se sentent obligés de le lire. Il y a une espèce de pression sociale avant de rejoindre l'entreprise. Ouais, tu te sens idiot si tu t'arrives en disant que tu l'as pas lu. Et donc, là, je dirais, plus de la moitié ou une grosse moitié de 50%, on va dire, des gens lisent les livres qu'on leur envoie. Et après, ils viennent nous dire, oh, c'était génial. Parce qu'on a vraiment choisi des super livres. C'était une bonne expérience et on recrée des habitudes qu'ils ont perdues. Okay. Ça peut être ça l'évolution, ça peut être le fait que, on grandit très très vite, hein. Cette année, on a 89% de croissance. Donc, il faut imaginer, 2500, tu rajoutes 89%, on est de l'ordre de 4200, j'imagine, l'année prochaine. Et puis, ce sera 7000 employés. À ce rythme-là, en 2 ans, tous les employés que tu as aujourd'hui doivent devenir team leader, quoi. Un peu de choses près. Et donc, il y a une évolution où, très rapidement, ils deviennent chefs d'équipe après 2-3 ans. Donc, ça oblige à donner des responsabilités très vite. On a ouvert des bureaux dans, 12-13 pays. Rien que l'année passée, on a ouvert Kenya, Italie, Espagne, Australie. Je m'en manque probablement. UK. Dubaï aussi, je crois qu'il y a moyen. Dubaï, c'était l'année d'avant. Okay. Tout ça a été fait par des jeunes qui ont 3-4 ans d'expérience chez Odoo. Donc, en termes de responsabilité et d'évolution, c'est extrêmement rapide. Et de motivation, du coup, la fidélisation des équipes, c'est aussi important. Tu leur envoies quoi comme bouquin à ces personnes? Alors, ça dépend des départements. Ouais, par exemple, sur un département comme le marketing, ça va être un livre que j'adore, c'est Style. Lessons in Clarity and Grace, qui est simplement mieux écrire, quoi. Un bouquin sur écrire de manière à ce que ce soit clairement facile à lire. Ou alors sur des postes plutôt vente, ça va être Never Split the Difference. Je crois que en français ça s'appelle, c'est par Chris Voss, un négociateur du FBI qui négociait les otages, et c'est de la technique de négociation. Mais après, sur des développeurs, on va être sur The Art of Strategy, qui est pas du développement mais qui est plus technique et mathématique. Donc ça, vraiment, pour chaque département, on a sélectionné 2 livres qui sont vraiment top. Je les note. Au niveau de la croissance, 89% de croissance d'effectifs après 20 ans, ça marque, c'est quand même assez impressionnant. Comment on fait dans une organisation comme la tienne qui reste quand même dans un esprit de start-up, parce qu'il y a une innovation qui est très forte, il y a une expansion géographique qui est très forte?
comment tu fais pour grossir en limitant la lourdeur de ton organisation? D'abord, plusieurs choses. La première, c'est que je pense que les organisations, c'est comme le logiciel. Ça grandit, ça se complexifie en permanence. Il y a toujours plein de gens qui ont des bonnes idées, mais pas grand monde qui veut retirer des activités. Donc, pour moi, une organisation, ça doit se refactoriser comme le code. Donc, parfois, on doit faire l'effort de regarder en arrière, de sacrifier des activités, de faire moins. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est le focus. On a toujours été hyper focus sur le produit. On n'a que deux produits, en fait. On a Odoo en tant que le produit qu'on vend et Odoo SH, qui est notre plateforme d'hébergement. Mais on a 2500 employés, mais on n'a que deux produits qu'on vend. Donc, c'est hyper focus. Et garder ce focus, que ce soit dans tout va tourner autour du produit. On a parlé du marketing, mais on va le retrouver dans beaucoup de choses de ce qu'on fait. Et alors, on est des experts de l'efficacité, de la productivité. On coupe tout ce qui est coût administratif, lourdeur de management, processus lourd. On est vraiment des experts à rendre tout hyper smooth. Et ça, c'est quoi? C'est des rendez-vous réguliers dans l'année ou c'est au fil de l'eau quand tu vois un sujet ou vous avez des... Non, c'est une question de culture et de mindset. Par exemple, chez Odoo, tu as très peu de meetings, on n'aime pas ça, on n'en fait pas. T'as pas de budget, t'as pas de planning. Un team leader, il a pas de planning, il a pas de budget, il a pas de responsabilité administrative qui lui fait perdre du temps, il a pas de reporting à faire pour le management. On enlève tout ce qui est perte de temps, en fait. On veut que les gens produisent, un chef d'une équipe de développeurs, et on veut qu'il passe 100% de son temps avec ses équipes à développer, à faire évoluer l'équipe pour qu'ils deviennent de meilleurs développeurs. Donc comment on sait s'il avance dans le bon sens? Ouais, ok. Comment on fait pour savoir s'il avance dans le bon sens, s'il est efficace, la vélocité des... On travaille avec eux, on les connaît. On ne gère pas les gens avec des KPI, mais comme on a une culture où on est très fort, les mains dans le cambouis, on sait qu'un bon team leader, quand il a une équipe même une grosse équipe, 30-40, si tu bosses avec eux, tu les connais, t'as pas besoin de chiffres, t'as pas besoin de budget pour savoir s'ils sont bons, tu peux leur faire confiance. On fait confiance dans les gens aussi. On leur donne pas de budget, on leur donne carte blanche pour tout dépenser. On a un département marketing qui dépense 6 millions d'euros par mois, il n'y a pas de budget. Ils décident eux-mêmes ce qui vaut la peine, ce qui vaut pas la peine. Par contre, on a des guidelines, on sait ce qui rapporte et ce qui rapporte pas. Et on leur fait confiance. Donc, du coup, s'ils se trompent, parfois ça arrive, on a perdu un peu d'argent, mais on discute, on fine-tune et on les forme et on les fait devenir meilleurs. Et cette notion de budget annuel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes, parce que nous, on est très jeunes, mais on n'a pas un budget depuis très longtemps. Mais toi, avec toute cette taille-là, avec cette masse que tu es en train de gérer, la dérive, elle peut coûter très cher. À quel moment tu paies quand même... On a un budget, mais ce budget, il est la responsabilité du CFO, de la finance. Donc le CFO, moi, on est peut-être 4 personnes à avoir vu ce budget, plus le board. Donc il y a un budget parce que effectivement, il faut vérifier que ce qu'on pense engager, que la trésorerie tient le coup, que les objectifs commerciaux sont corrects. Donc on a vraiment un budget, mais qui est purement la responsabilité du CFO. Qui est presque de la réactif. Oui, c'est un budget. Et alors, par exemple, si on se rend compte que le cash va pas, alors on va dire, OK, les gars, recrutez un peu moins. Mais par contre, les team leaders, les managers, ils ont aucune responsabilité managériale. On ne veut pas qu'ils perdent de temps dans des fichiers Excel, dans des présentations, dans des reportings. On veut qu'ils focalisent sur le business, quoi. OK. Au niveau de la valorisation, un mot, je sais pas si c'est confidentiel, mais je crois pas parce qu'on trouve ces infos sur le net, mais ta boîte est valorisée plus de 3 milliards. Toi, t'en détiens une majorité, parce que t'es à 65%, je crois. C'est une sacrée perf de rester majoritaire après toutes ces années, après les plusieurs levées de fonds que tu as fait. J'imagine que ça n'a pas été simple. Je sais pas si ça a été une volonté forte de ton côté de rester peut-être pas le seul, mais le maître à bord de ton bateau. Oui, c'est une volonté. Pour plusieurs raisons. Ce qu'on fait, c'est le genre de projet qui se fait pas en 3 ans. Vraiment, c'est le genre de projet qui se fait en décennies. Et la seule manière d'arriver à faire ce que je veux faire, c'est d'assurer que la société ait 3-4 décennies devant elle. Ça ne marcherait pas si on avait cédé le contrôle à des financiers qui auraient revendu la boîte 5 ans plus tard à un autre concurrent. Ça n'aurait pas pu marcher. J'aurais pas pu atteindre mes objectifs sans garder le contrôle, ça c'est sûr. Donc oui, ça l'a été, pas parce que je suis un radin des actions ou quoi que ce soit, mais parce que j'ai vraiment une vision sur le très long terme, et la seule manière d'avoir ma vision sur le long terme et de la tenir, c'est d'assurer le contrôle de l'entreprise. Ok. Tu commences cette aventure seul, t'es toujours l'actionnaire majoritaire. Il n'y a pas de cofondeur, c'est assez rare de voir un projet de cette envergure-là sans cofondeur. C'était important pour toi aussi d'être seul, ou c'est que ça s'est fait un peu par hasard? Ouais, ça s'est fait naturellement. J'ai commencé une autre société avant. Quand j'étais étudiant, on était 3 amis, on faisait des petits sites web et tout ça. Mais après, j'ai lâché, je suis parti tout seul parce que voilà, j'avais mes propres trucs.
j'ai pas réfléchi plus que ça. Okay, ça se fait comme ça. Naturellement. Et je suis très content, par contre. Ouais, et tu t'en souffres pas trop, parce que ça peut être un sujet, la solitude du patron. Il y a du pour et du contre. Moi, je suis très content. J'ai pas du tout de sujet de solitude ou de grandes questions existentielles ou quoi que ce soit. Par contre, ça m'a sauvé beaucoup de pouvoir prendre les décisions instantanément, de ne pas avoir de conflit d'actionnariat dans les moments très tendus, parce qu'on a eu beaucoup de moments très tendus. Et aujourd'hui, d'avoir le contrôle facilement, ça aide beaucoup, quoi. Bien. On disait au début un truc un peu hallucinant chez toi, c'est que t'as jamais eu de boss, t'as jamais eu de patron. Alors peut-être en stage à l'époque, mais à peine. Et pourtant, aujourd'hui, t'arrives à tenir la barre en tant que CEO d'une boîte qui a une croissance phénoménale après 20 ans, encore une fois. Comment tu le vois, comment tu l'as abordé ce rôle de CEO? Parce qu'il n'est pas naturel pour tout le monde. On ne devient pas software engineer, on ne devient pas CEO en étant software engineer naturellement. Visiblement, chez toi, je sais pas si c'est un gros sujet ou pas. Tu restes, j'en suis sûr, très impliqué opérationnellement aussi, et donc tu t'as pas complètement lâché les commandes de la tech et des opérations, mais malgré tout, t'es quand même le boss de cette histoire. Comment t'as géré cette évolution à titre personnel, et comment tu penses, quels ont été les facteurs peut-être qui t'ont permis de rester tel que tu es et de réussir à avoir ce rôle que tu as aujourd'hui? Je pense que mon évolution personnelle s'est faite avec l'évolution de la boîte. C'est-à-dire, au début, j'étais tout seul, puis j'ai engagé un gars, puis deux, puis trois. Et à chaque phase de l'entreprise, j'ai évolué avec la boîte et j'ai su m'adapter également personnellement et apprendre de l'expérience qu'on a prise dans la société. Donc, moi, j'ai naturellement évolué avec la boîte. Personnellement, j'ai vraiment jamais eu de problème à être CEO ça m'a j'ai vraiment eu aucune difficulté, ni de moment où je me suis dit j'ai besoin d'être accompagné ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai eu des problèmes. Fait coacher? Non, jamais fait coacher. Par contre, j'ai eu des problèmes en tant que board member ou actionnaire, on va dire. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été très opérationnel. Donc, j'étais CEO, impliqué, un CEO très opérationnel au début, parce que voilà, entrepreneur, on va dire plutôt. Et jusqu'en 2010, j'ai grandi la boîte à une centaine de personnes. Et là, j'ai dû faire ma première levée de fonds. Et quand on fait sa première levée de fonds, il faut constituer le conseil d'administration. J'avais pas de conseil d'administration. Et donc, on a constitué un conseil d'administration, 5 personnes, avec les 2 investisseurs, un externe et 2 externes et moi-même. Et là, j'ai eu du mal à... En fait, ça a été très compliqué parce qu'on a eu des moments 2 ans plus tard où le cash était très tendu, les investisseurs étaient en mode panique, parce qu'il n'y avait plus de cash, etc. Et moi, j'avais ma vision long terme, donc moi, j'étais assez à l'aise, mais par contre, il y avait des sujets opérationnels. À court terme, il y avait des sujets. Ouais, à court terme, il y avait des sujets et j'en étais conscient. Maintenant, j'étais pas en mode panique autant qu'eux. Et du coup, j'avais une très très grosse pression du board, assez violente, avec des tentatives de prise de contrôle de l'entreprise, des choses comme ça. Et j'ai eu beaucoup de difficultés parce que moi, je me mettais comme CEO et je mettais dans ma tête, le board est au-dessus du CEO. Donc, j'essayais de les satisfaire, mais on n'était pas d'accord, donc c'était très compliqué. Ce que j'avais oublié, c'est que les actionnaires sont au-dessus du board. Et moi, j'étais actionnaire, mais je m'étais jamais mis avec ma casquette d'actionnaire. J'étais toujours employé comme les autres, en train de faire mon boulot le mieux possible, j'avais jamais imaginé que j'avais une casquette d'actionnaire à jouer aussi. Et le jour où j'ai compris que les actionnaires étaient au-dessus du board et que je me dis, mais en fait, je m'en fous, je pourrais les virer, même presque s'ils vont trop loin, ça a changé ma vie. Du coup, je me suis dit, OK, on a des conflits avec le board, mais je ne suis plus dans un mode où je dois essayer de les satisfaire. Mon seul et unique raison d'être, c'est pas de les satisfaire, c'est de faire tourner cette boît. Et ces boards, c'est des gens de l'interne ou c'est des gens de l'externe? Donc, le premier board, c'était les premiers rangs d'investisseurs. Donc, c'était trois investisseurs. Et plus un indépendant. Ok. Tu dis que ça n'a pas été un sujet, ton évolution à titre perso. Malgré tout, j'imagine que tu as dû développer plein de qualités. Ou est-ce que tout s'est fait naturellement et en fait, t'as pas eu à apprendre à communiquer, t'as pas eu à apprendre à piloter, t'as pas eu à apprendre à... Si, j'ai dû apprendre plein de choses. Et je suis sûr que si je regarde le Fabien d'il y a 20 ans et celui d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc, t'apprends comment, toi? Alors, moi, j'ai beaucoup lu. Je lisais à un moment 2 livres par semaine. Aujourd'hui, je suis plutôt à 3 par mois, donc c'est beaucoup moins. Mais des livres sur tout ce qui touche à la gestion. Donc ça peut être des livres de comptabilité finance ou de développement ou de psychologie pour les interfaces utilisateurs, etc., etc. Donc j'ai évolué avec la boîte, mais c'était un vrai travail. C'est-à-dire je me documentais en permanence, j'ai beaucoup lu, j'ai testé beaucoup de choses. Mais ça s'est fait naturellement parce que voilà, c'était mon travail et je le faisais, quoi. Ton travail et ta passion, accessoirement. Oui.
Ouais. Ah oui, et puis j'étais obsédé, donc je ne pensais que à Odoo tout le temps. Il y a encore le cas. J'ai pris 7 années sans prendre un seul jour de vacances. Ah oui. Travaillant 7 jours sur 7, je sais pas combien d'heures par jour, mais peut-être 14 heures, 15 heures par jour, je sais pas. Et ça, c'était les 0 à 7 C'était les premières années, oui. les premières années. Mais pour moi, c'était pas un problème. C'est-à-dire que ça a été un problème pour ma Juste femme, pour ton à un moment. entourage. Ouais. Mais pour moi, je m'éclatais, quoi. Je faisais ce que alors c'était dur, j'étais crevé, j'avais des pressions parfois, soit de clients, soit du board, mais je m'éclatais. Et pas de week-end à l'époque, si tu prenais les week-ends? Non, pas de rien du tout. Rien du tout. Okay. Et à un moment, ma femme en a eu marre. Elle m'a dit, bon, c'est fini. Et puis, elle nous a pris des vacances en Mongolie. Et là, je suis parti 3 semaines en Mongolie où, déconnecté du coup, j'avais pas accès, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Et là, j'étais obligé de déconnecter. Et puis, ça m'a beaucoup aidé, d'ailleurs. Parce que je suis rentré, je me suis rendu compte qu'en fait, la boîte, elle tourne sans moi. Ouais, elle était pas morte. Et ça a été un petit déclic aussi. Bon, je crois que t'as un peu compensé, maintenant t'arrives à prendre du temps pour toi, mais j'ai besoin que tu me partages aussi je sais pas comment dire, tes learnings ou tes capacités d'organisation et de gestion du temps. Parce que quand tu dis que tu prends, que t'arrivais à lire deux bouquins par semaine, t'as assez peu de rendez-vous. Comment tu gères aujourd'hui ton agenda? Est-ce que t'es très opérationnel, t'es très détaché de l'opérationnel? Non, moi je suis très opérationnel. Je suis aussi j'ai une faculté d'aller dans les deux assez fort, très vite dans le stratégique ou dans l'opérationnel très bas. C'est l'avantage j'ai tout fait dans cette boîte, donc je connais tous les métiers. Je suis parti de rien. Au début, je développais moi-même, et puis j'ai fait du marketing moi-même, donc je connais assez bien tous les métiers. Comment j'organise mon temps? La première chose que je fais, c'est que j'ai quasiment aucun rendez-vous. Sur une semaine, je vais peut-être avoir 1 ou 2 rendez-vous dans mon agenda. T'as un agenda vide? Mon agenda est vide et ça me permet de gérer mon temps moi-même. Donc, je suis pas dépendant de ce que voudraient les gens et je ne passe mon temps que ce que je considère être important pour la société. Ça veut dire, pardon, je te coupe parce que ça m'interpelle, mais tu gères des équipes en direct chez Odoo ou tu... Alors oui, j'ai pas mal d'équipes en direct, mais comme on a beaucoup d'autonomie, la plupart sont autonomes. Donc, c'est plus en mode, j'interviens quand c'est nécessaire, mais ils peuvent ne pas m'entendre pendant 2 mois, quoi. Ok, et donc t'as pas de point hebdo avec tes N-1, t'as pas de... Non, j'ai aucune réunion récurrente. Et donc j'ai pas d'agenda. Par contre, je travaille beaucoup et j'ai énormément de réunions one-on-one avec des gens où je participe sur des projets, mais je gère de manière spontanée, quoi. C'est très spontané. Les sujets du jour, ce sur quoi je travaille, c'est uniquement les chantiers qui sont soit long terme. Donc je considère que mon rôle, donc on a une moyenne de 60% de croissance sur les 15 dernières années d'Odoo. On était un peu plus l'année passée, mais globalement on a 60% de croissance. Ouais. De moyenne. Ce que je considère, c'est que mon rôle, c'est d'assurer ces 60% de croissance dans les 3 ans à venir. Les sujets court terme, par exemple les ventes, le closing de ce mois-ci, la satisfaction client sur delivery de quelques projets, c'est pas mon rôle. On a plein de gens hyper compétents qui savent gérer ça. Moi, ma responsabilité, c'est s'assurer que la boîte continue de grandir comme elle grandit sur le long terme. Ça veut dire quoi? Principalement, c'est de la R&D. Le produit a toujours tout tiré chez Odoo, donc il faut continuer à avoir un produit qui est hyper innovant, qui d'année en année bouleverse encore les limites qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Deuxième, c'est s'assurer que tout ce qui est en interne soit hyper smooth. Pour moi, c'est comme une Ferrari, il peut pas y avoir de friction, ça doit tracer. Donc tous les départements, s'assurer que ça roule, les méthodologies soient clean, les gens soient bien formés. Et donc là, je travaille pas mal sur les processus internes, la formation des gens, l'amélioration continue. Les transitions, en fait, ou les lancements d'un nouveau département, ça va être ma responsabilité. Mais ce qui tourne, je m'en occupe pas du tout. Ok. T'as des routines dans ces semaines? Des choses que allez, tu commences à quelle heure, tu fais... Non, pas du tout. Non, t'as pas de... Non, pas du tout. Je peux avoir aujourd'hui, là, je viens de faire 2 jours beaucoup marketing, parce qu'on avait des chantiers marketing, énormément de transformation, des nouvelles activités qu'on lance. Souvent, je fais beaucoup de produits. Je peux faire 2 semaines entières où je ne fais que du produit en R&D. Mais j'ai pas c'est des sujets du jour, quoi. Je prends ce qui, pour moi, a le plus d'impact, quoi, pour la boîte. Ok. Et à quel moment tu te poses, tu sais, pour prendre un peu de recul sur les semaines à venir, les enjeux, les priorités? Mais comme je suis obsédé, je pense toujours, quoi. Okay. Donc, quand je suis chez moi tout seul à me balader le soir, j'ai pensé à la stratégie, à ces trucs-là. On a aussi un chouette comité de direction, donc on est 4 dans le comité de direction, où quand on discute de ces sujets plus haut niveau. Et on refait le monde. À quelle fréquence vous vous rencontrez? Alors, formellement, en tant que meeting de comité de direction, c'est assez rare, en fait, peut-être une fois par mois, mais il n'y a pas vraiment planifié comme ça. Par contre, on se voit tous les jours. Donc, pas tous les 4, mais je vois des membres du comité de direction tous les jours et on discute tous les jours, quoi. Bon. Sur le plan perso, comment ça a pris du temps, donc ça n'a pas été violent non plus, mais comment tu vis, à titre perso, l'évolution
en finalement quand même assez peu de temps, mais ça se tient sur plusieurs années, mais d'années où tu es au bord de la faillite, où tu es en galère financière, tu te demandes si tu vas payer les salaires, à une société qui pèse plusieurs milliards, dont toi, tu as l'essentiel du capital. Comment tu fais pour garder la tête sur les épaules? Il y a une secrète sauce pour ça? Je sais pas. En tout cas, moi, je regarde pas le passé. Je suis très focalisé sur. En fait, je me dis pas, on a réussi ceci, c'est super d'avoir 2014. Je me suis jamais dit ça. Moi, ce que je regarde, c'est ce qui reste à faire. Et ce qui reste à faire, c'est énorme parce qu'en fait, aujourd'hui, on fait 0,1% de part de marché. Le marché est colossal. 0,1% du marché des ERP. Et ouais, donc on est au tout début de l'histoire Odoo. On est encore personne sur ce marché gigantesque. La plupart des PME ne sont pas équipés. Donc moi, c'est juste ça que je regarde. C'est l'ampleur de ce qu'on a devant nous. Et l'ampleur de ce qu'on a devant nous, elle est tout aussi grosse aujourd'hui que ce qu'elle était il y a 15 ans, quoi. Ok. Au niveau de la concurrence, tu dis que t'as pas trop de concurrents. Je sais pas comment tu vois arriver les solutions no-code ou low-code qui permettent, alors avec des promesses aujourd'hui qu'il faut quand même vérifier, mais de donner la main à des utilisateurs non-tech de se créer leur propre app à partir du moment où ils ont un environnement qui est plugué sur des datas. Il y a un outil comme Retool dont je t'avais déjà parlé, mais que j'ai vu récemment qui a l'air d'avoir le vent en poupe. Est-ce que tu vois ce monde du no-code ou low-code comme un concurrent? Non, d'abord c'est une vraie valeur ajoutée parce que évidemment il y a dans le business d'une entreprise il y a des choses qui sont très standards comme la comptabilité, la CRM, etc. Mais tu as aussi des choses qui sont très métiers ou très spécifiques à des entreprises. Chaque entreprise est différente, donc tu as besoin d'avoir des adaptations à chaque client. Et donc nous, je ne vois pas du tout comme un concurrent. D'ailleurs, on a une app Odoo qui fait ça, qui s'appelle Odoo Studio, où tu peux créer tes applications sur mesure. Par contre, je le vois différemment des outils externes comme Retool, etc. Nous, je le vois surtout comme un complément à nos applications existantes. C'est-à-dire un client traditionnel Odoo, il va utiliser la comptabilité ou de comptabilité, la gestion des stocks, le manufacturing, etc. Et puis, il va commencer à customiser parce qu'il veut adapter ses flux business ou ses écrans. Et là, il va utiliser Odoo Studio pour changer les écrans de la comptabilité ou de la gestion de stock. Donc, en complément aux applications existantes, pour customiser des applications existantes et non pas trop pour créer de nouvelles applications. Ouais, ou peut-être pour créer une app, mais à partir du moment où elle est pluguée sur l'univers Odoo qui est déjà en place. Oui, alors nous, on permet de créer des apps, mais en fait, quand on voit nos clients l'utilisation qu'ils font d'Odoo Studio, 5% créent des apps, 95% ils customisent des applications existantes. Bon. Parce que tu vas pas réinventer une CRM. Si tu essaies de faire une CRM en no-code, elle va être vraiment bas niveau à côté d'une CRM bien foutue sur le marché. Par contre, tu prends une CRM top du top comme Odoo CRM et tu viens la customiser pour ajouter ce que tu as besoin, et là, tu as vraiment le meilleur des deux mondes, quoi. Bon, canon. Sur un plan plus large, peut-être, maintenant que en fait, toi, t'es quand même un personnage qui fourmille d'idées, même si t'as eu plein de projets dans ta jeunesse. Odoo, c'est une multitude de projets aujourd'hui. Je me dis que, avec tes valeurs, avec ton côté authentique, avec ton côté aussi réussite, tu dois avoir d'autres projets en tête, non, j'imagine, ou peut-être Non. En dehors d'Odoo, non, il n'y a pas de projet je sais pas moi, de partager cette réussite avec d'autres ou de te mettre sur d'autres sujets peut-être un peu moins économiques et peut-être plus philanthropiques. T'as pas ce genre de démarche? Non, en fait, il y a rien dans le monde que je pourrais faire qui a plus d'impact qu'Odoo. Okay. Je veux dire, on aide à fournir un logiciel open source à des millions d'utilisateurs qui transforment complètement leur day-to-day, puisque les gens passent quand même un tiers de leur temps au travail, donc c'est pas rien de leur donner des bons outils. Je me dis à quoi bon faire quelque chose sur le côté? Il y a rien que je puisse faire qui ait plus d'impact positif pour l'humanité que ce que je fais aujourd'hui. Donc ça m'intéresse pas de faire autre chose qu'Odoo. En plus la tâche Odoo elle est loin d'être finie. Il y a encore tellement à faire que je préfère ne pas me défocaliser. Ok. Par rapport à ce qui est fait, si on doit se projeter un peu à quelques années, Odoo pourrait ressembler à quoi dans 5 ou 10 ans? Pour prédire le futur, tu dois comprendre le passé. Si je regarde ce qui s'est passé dans le passé, dans l'IT, ça a commencé par des systèmes d'exploitation. Donc, il y a 30 ans, tu avais MS-DOS, Dr-DOS, Unix, Minix, BOS, etc. Fast forward aujourd'hui, il reste Windows, Linux et iOS pour les téléphones. Et donc, il n'en reste plus que 3. Et tous les 3 se partagent le marché. Et puis, plus haut dans les couches, on a eu les traitements de texte, les Office. Au début, il y avait Lotus 1, 2, 3, Works, WordPerfect, plein d'applications. On arrive aujourd'hui, il ne reste plus que Microsoft Office et Google Workspace. Je pense que sur le logiciel de gestion, il va se passer la même chose. Et qu'aujourd'hui, on a encore, parce que c'est beaucoup plus compliqué, ça touche au business, en plus de la complexité technologique et la complexité business,
Mais aujourd'hui, il y a encore plein d'acteurs qui se partagent le marché, des milliers de logiciels de gestion dans tous les sens, des niches, des génériques, de tout ce qu'on peut imaginer, pour les petites entreprises, pour les grands. Mais je pense qu'il va se passer la même chose, c'est qu'à un moment donné, ces logiciels vont devenir tellement matures que ils seront accessibles en quelques clics, super outils de productivité, énorme valeur ajoutée pour l'utilisateur, mais complètement accessible. Et donc, ça va devenir une commodité. Et quelques acteurs, 2 ou 3, vont rester et vont se partager le marché. Donc moi, si je résume un peu mon objectif dans les années à venir, je sais pas si c'est 5 ans, 10 ans ou 15 ans, c'est ça, c'est de rester vivant pour faire partie de ces 3 acteurs qui vont se partager le marché. Bon. Je pense même qu'on est même un des... Alors sur papier, c'est pas le cas parce qu'on est tellement petit que c'est prétentieux de dire ça. Mais en tout cas, en termes de technologie produit, on est un des seuls, on est quasiment le seul aujourd'hui à avoir prouvé que c'est possible de le faire, amener toute la gestion intégrée au PME avec une énorme valeur ajoutée et un tout petit coût. Je ne vois pas d'autre aujourd'hui qui est capable de le faire. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que tu as une certaine barrière à l'entrée, c'est qu'on va pas faire ça en 6 mois, en 1 an, en 2 ans. Non, j'ai la chance de pouvoir attendre quelques décennies pour arriver à mon objectif. Ouais, effectivement, t'es un peu à l'abri, mais bien. Quelques questions un peu plus rapides pour toi. Est-ce qu'il y a une boîte tech qui t'inspire particulièrement en ce moment ? Non, par contre, alors je teste énormément de logiciels pour voir ce qu'ils font de mieux que nous, s'inspirer de features. Donc il y a plein d'inspirations qu'on trouve dans plein de logiciels. On va trouver une petite amélioration par-ci, par-là, et si on trouve mieux ailleurs, on va d'office l'implémenter chez nous. Mais il n'y a pas une boîte qui prend le lead et qu'on se dit ils font des trucs super. Mais par contre, il y a énormément de produits qui ont des bonnes idées. Bon, si je devais inviter une personne à ce micro qui vient du monde tech ou de l'innovation, qui pour toi a un parcours qui mérite d'être partagé au plus grand nombre, ou une personnalité qui mérite d'être partagée, tu penserais à qui ? Alors moi, je connais pas grand monde. Oh. je vis dans ma ferme. Tu vis dans ta bulle, les pieds dans la terre. Non, mais c'est vrai, je vis dans mon monde. J'aurais du mal à te donner un nom. Je suis pas grand monde en fait, malheureusement. Bon. Ok, et ben si l'idée te vient, tu me diras. Ouais. Mais merci en tout cas pour tous ces feedbacks et tous ces insights, c'était passionnant de t'entendre, hyper inspirant. J'invite tout le monde à voir un peu ce qui se passe dans l'usage, parce qu'on est peut-être un peu plus habitué dans le monde du B2B à des noms plus plus établis, plus marketés, mais il y a un phénomène de fond qui est en train de se passer et qu'il faut aller voir absolument. Merci beaucoup Fabien pour cet échange. Merci de m'avoir invité. À bientôt. Oui. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leaders sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans 2 semaines. À très vite.